السلام عليكم ورحمة الله. لم تكتفي الأنظمة الخليجية والعربية بكسر المحظورات التاريخية ومعاندة شعوبها بالزحف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بل يبدو أنها تبغي التعويض عن الوقت الضائع. وفي كل يوم نكتشف أنهم يتجهون نحو تعاون جديد في كافة المجالات الثقافية والسياحية والتجارية مع الكيان المحتل لفلسطين. قد يبدو أن لا شيء يوقفهم، لكن يعقوب كوهين الكاتب والناشط المغربي الفرنسي هو من أبرز المفكرين اليهود المناهضين للحركة الصهيونية في العصر الحديث، الذين يسعون إلى التفريق بين اليهودية كديانة والصهيونية كإيديولوجيا وحركة عنصرية لا إنسانية. الدكتور كوهين ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس ليشرح لنا الموقف المغربي من تطبيع العلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تعاون هذا النظام مع إسرائيل لعقود ولكن في شبه سرية مخافة استشاطة الشعب المغربي، وما الذي دفع النظام في المغرب اليوم إلى الانضمام إلى ركب الزاحفين نحو التطبيع مع ما يسمى بدولة تعيش من خلال الحرب والعدوان والغزو والهيمنة والاحتلال والغدر فقط، وكيف كانت تدار تلك العلاقات بين إسرائيل والمغرب. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الداخل، معكم زينب صفار، تابعونا. Jacob Cohen, Moroccan-French thinker, author, and activist. Welcome to Min al-Dakhil from the inside. Jacob. Good evening. Good evening. Pure pleasure to have you, sir. Well, a strategic reversal, still unimaginable a year or two ago, is taking shape. Certainly, theorists had estimated this new situation, but from there to seeing it concretely realized, that was inconceivable. Well, today it all boiled down into an overt domino effect of grovel to normalize ties brazenly with Israel. How do you interpret this swift rush of some Arab regimes to normalize ties with Israel openly, and why today, Jacob? Bonsoir. En fait, aujourd'hui, ça a l'air d'être une surprise pour tout le monde. Mais en fait, c'est un travail qui a commencé il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est un travail de longue haleine. Seulement, les gens n'ont pas prêté attention à beaucoup de détails qui ont amené à la situation actuelle. Je vais les résumer en grandes lignes. D'abord, le travail des sionistes au Maroc, depuis 40 ans, a permis au régime sioniste d'acquérir une légitimité dans le monde arabe. Si vous voulez, je peux revenir là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de la question. Maintenant, il s'est passé des choses dans le Moyen-Orient. La destruction de l'Irak, qui a été un avertissement à des pays nationalistes qui auraient pu avoir des visées nationalistes, de ne pas trop les avoir. C'est-à-dire, ça ne sert pas à faire un État qui veut résister à l'impérialisme occidental, ni à avoir des visées, comme le colonel Mohammad Kadhafi, d'une part. Deuxièmement, on a monté toute une idéologie, depuis 20 ans, on a monté une fausse agression iranienne contre Israël, contre le monde occidental et contre les monarchies du Golfe. En fait, depuis 20 ans, on a monté la sauce, comme on dit, c'est-à-dire l'Iran a des vues hégémoniques, l'Iran va vous déstabiliser, etc. Et puis, il y a eu beaucoup de petits faits qui ont échappé peut-être à, qui ont échappé aux observateurs. Par exemple, la visite de Netanyahou à Oman. Par exemple, il y a eu la permission à des sportifs israéliens
d'aller à Bahreïn, aux Émirats arabes unis. On a entendu l'hymne national sioniste. Donc en fait, tout cela a amené une certaine décontraction de la situation. Aussi le fait qu'il y a un blocage du problème palestinien, c'est-à-dire que les gens sont un peu fatigués, ils se disent bon, quand est-ce que ça va se faire, etc. Rappelez-vous que les Émirats arabes unis avaient dit oulala, Israël va annexer la Cisjordanie, enfin une partie. Rappelez-vous ça, il y a 3 mois, 4 mois. Mais le régime sioniste a dit bon, très bien, si on normalise nos relations, je suspends l'annexion. Bon, donc, mais tout ça a été préparé des années à l'avance. Et aujourd'hui, on arrive à cette situation où tout se débloque. Right. Now, you believe, Dr. Cohen, that Morocco was, since the 80s, the gateway for Israel's penetration into the Arab world. How and what are the particularities regarding Morocco's normalization with Israel? Le Maroc a été une base du Mossad, des services secrets israéliens, depuis 1961. Pourquoi 1961? Parce que c'est l'année où Hassan II a été obligé, je ne peux pas revenir sur les détails, a été obligé d'ouvrir les portes toutes grandes à l'immigration des Juifs marocains vers Israël. Il a été obligé. Bon, par une action du Mossad qui a fait couler un bateau, etc., un clandestin, etc. Bon. Depuis, Hassan II, qui avait toujours eu des sympathies pour l'Amérique, des sympathies pour l'Occident, et une antipathie très forte pour Gamal Abdel Nasser, pour les révolutionnaires arabes. Il ne faut pas oublier quand même que le monde arabe était divisé dans les années 60 en 2 camps antagonistes, le monde pro-occidental et le monde révolutionnaire, qui incluait l'Algérie, l'Égypte, etc. Et donc, dès cette époque-là, le Maroc s'est situé du côté occidental et a ouvert les portes au Mossad. Il a bien aidé dans des actions comme l'assassinat de Ben Barka, comme la sécurité du palais, etc. Mais il y a un pas qui a été franchi dans les années 80, c'est-à-dire que un banquier juif d'origine marocaine qui faisait une très bonne carrière en Europe, André Azoulay, est revenu probablement avec la bénédiction du Mossad et des États-Unis. Il est rentré au Maroc et il est devenu conseiller du roi. Une des premières choses qu'il a réalisées en 1986, alors que c'était un tabou monumental, il n'y avait même pas les accords d'Oslo, en 1986, le roi Hassan II a accueilli ouvertement devant les caméras de télévision Shimon Peres et Yitzhak Rabin. Et toute l'action d'André Azoulay a été depuis ce temps-là de rendre la présence israélienne beaucoup plus facile, d'abord au Maroc et dans le monde. Par exemple, il y a eu beaucoup d'échanges artistiques, touristiques, etc. Le Maroc est le seul pays du monde arabe qui a accepté, de rendre hommage à la Shoah, à l'Holocauste. C'est-à-dire, André Azoulay a créé le projet Aladdin, qui devait enseigner aux musulmans, aux Arabes, l'importance de l'Holocauste. Tout ça pour rendre la vision... Yes, they included it in their curriculum, actually, in the Moroccan curriculum. Yes. Et donc, il y a eu des expositions sur la Shoah, il y a eu des orchestres israéliens qui sont venus jouer, il y a eu des hommes politiques qui sont venus, qui ont dit, voilà, il faut faire la paix, il y a eu des journalistes marocains qui ont été invités en Israël, des étudiants. Donc, en fait, on a rendu, tout cela possible. Il ne faut pas oublier, il y a un mois seulement, bien avant la normalisation, Mohamed VI, le roi du Maroc, avait par exemple demandé à ce que dans les écoles marocaines, on enseigne l'histoire du judaïsme, etc. Et donc, il a écrit dans la Constitution que le judaïsme marocain était une partie essentielle des institutions du Maroc, alors que les Juifs sont partis à 99,5%. La présence juive est ridicule. Et donc,
finalement, tout ça a permis, et puis il ne faut pas oublier que le Maroc est un grand allié des monarchies du Golfe. Donc tout ça a créé finalement, a rendu possible, et puis il y a eu le cadeau du Sahara occidental. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je crois que le fait que Trump reconnaisse la marocanité du Sahara occidental a été un facteur essentiel pour permettre au peuple, à la monarchie, de dire aux Marocains, voilà, nous avons fait comme au mariage. On apporte une dot dans le mariage. Eh bien, le roi leur a dit, nous avons reçu une dot extraordinaire. Et tout ça a permis cette normalisation qui, il y a seulement quelques mois, paraissait absolument impossible. Right. Allow me to stop you, Dr. Jacob, for a short break, and then afterwards we will continue to talk about also the nature of the Zionist regime and its games vis-à-vis the Palestinians and Palestine. But after the break, إذن فاصل قصير ونعود. لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. Jacob Cohen, Moroccan French thinker, author and activist. Welcome back to من الداخل, sir. Well, Dr. Cohen, in talking about the nature of the Zionist regime, is it even remotely possible to reach any sort of peace that maintains the rights of the Palestinians or ever come close to the flimsiest justice for the people of Palestine? Will they finally have their state? L'erreur, à mon avis, l'erreur des Arabes, c'est de croire qu'on peut faire la paix avec ce régime. Le sionisme est une idéologie, dès le départ, à l'origine, c'est une idéologie raciste. C'est-à-dire, les sionistes ne pouvaient pas imaginer vivre à égalité sur une même terre avec des non-juifs. C'est pour ça qu'ils ont expulsé 95% des Palestiniens. C'est-à-dire, même avant la création de l'État, même dans les années 1920, 1930, il était question d'un État ethnique pur, d'une société ethnique pure. Et même en Israël actuellement, au sein de la société israélienne, les Arabes représentent 20 à 25% de la population, mais ils vivent séparés. Il y a un apartheid de fait. Et ça, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression que c'est connu. C'est-à-dire que le sionisme est une idéologie d'abord juive. Par exemple, Shlomo Sand, l'historien qui s'oppose à ce fait, lui, il est par exemple pour un État israélien, mais où tous les citoyens sont égaux. Et ça, c'est impossible. Bon, le sionisme a grandi et s'est développé comme une idéologie de guerre, c'est-à-dire de violence. C'est la très grande majorité des Israéliens juifs vous diront il est impossible de faire la paix avec les Arabes. Et pour eux, c'est un fait, on ne peut pas faire la paix. Et donc, ils grandissent avec cette idée. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien a intérêt à ce que ce soit comme ça. C'est-à-dire que pour tous les Israéliens, l'arabe, c'est un peu comme l'Indien vis-à-vis du cow-boy, c'est-à-dire c'est quelqu'un de traître en qui on ne peut pas faire confiance, avec qui on ne peut pas vivre sur un pied d'égalité. Donc le sionisme et le sionisme aussi, s'il voulait un État au départ où les Juifs se sentiront en sécurité, n'a jamais défini ses frontières. Jamais Israël n'a dit bon, voilà les frontières que je voudrais et je serai tranquille et je suis prêt à signer la paix. Pas jamais. C'est-à-dire c'est un État, c'est un régime qui a envie de prendre une partie de la Jordanie, c'est-à-dire qui a envie de conquérir la vallée du Jourdain. C'est un pays, c'est un régime qui veut conquérir le sud Liban. Donc c'est un régime qui veut s'étendre. Et puis c'est un régime qui ne peut pas faire la paix sur le plan intérieur. Pourquoi? Parce que si les sionistes faisaient la paix, et donc les sionistes savent que cette paix
va faire dissoudre l'idéologie sioniste, le système sioniste. Et donc, il faut à tout prix maintenir cet état de guerre de manière à souder. Vous savez que la société israélienne est une société très conflictuelle. Il y a différentes communautés qui s'il n'y avait pas la guerre extérieure, ils se tueraient à la Kalachnikov, je vous assure, ou bien à la mitraillette M16. Donc la guerre extérieure permet de souder. Donc tous ces éléments font, évidemment, Israël, le système israélien, l'establishment sioniste, il ne va pas dire tout ça, mais on le sait. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se savent, qui se transmettent, et il y a des Israéliens, je vous cite un exemple. Il y a 2-3 ans, le vice-chef d'état-major israélien, donc c'est pas n'importe qui, le numéro 2, Golan il s'appelle, il avait déclaré que le système israélien lui rappelait l'Allemagne du début des années 30. C'est très grave ce qu'il a dit. C'est-à-dire, on se dirige vers le fascisme, vers la domination, vers le militarisme, vers le messianisme, mais le système sioniste est tel qu'il ne peut plus revenir en arrière. Et toute paix qu'il peut faire, c'est au détriment, c'est-à-dire, c'est une paix, ils ont une formule pour ça, ils ont dit la paix pour la paix. Ça veut dire, on veut bien faire la paix, mais on ne donne rien. Quant aux Palestiniens, à mon avis, ils auront un État, mais c'est un État qu'on peut appeler un Botoustan, c'est-à-dire un protectorat sioniste. Ça veut dire, le futur État, enfin, entre guillemets, palestinien, sera, il n'aura aucune, comment dire, il ne contrôlera pas ses frontières. L'espace aérien sera contrôlé par les sionistes. Cette Palestine sera divisée. Ce sera une main-d'œuvre, une réserve de main-d'œuvre pour le capitalisme sioniste. Et ça, de toute façon, même la majorité des pays arabes comme l'Arabie saoudite, Allow me, etc. Yes. yes, allow me, Jacob, here to ask you about something, please. Netanyahu has boasted in recent weeks of having signed peace and normalization agreements with Arab regimes without withdrawing from any part of the Palestinian territories under the false slogan, between quotations, peace for peace. What does the phrase peace for peace, largely used by the Zionist establishment, actually mean? Voilà. Ça signifie ceci. Je veux bien faire la paix, mais à mes conditions. Voilà. Je reste maître de la situation. C'est-à-dire, je n'accorde rien aux Palestiniens. Je leur accorderai ce que je voudrais, le moment venu, et dans les conditions que moi j'imposerai. Et jamais je ne renoncerai ni à Al-Quds, ni au Golan, ni à la vallée du Jourdain, ni aux colonies. Ceux qui pensent, comme l'autorité palestinienne, que le régime sioniste peut retirer les colons de Cisjordanie ou Jérusalem-Est ou le Golan, sont ou naïfs ou stupides. Jamais, je dis bien jamais, les Israéliens ne retireront un pouce du territoire de Cisjordanie. Donc il faut se mettre en tête que si un pays signe la paix avec Israël, c'est une paix aux conditions. Et c'est-à-dire même, par exemple, peut-être que le Maroc, par exemple, cette semaine, il y a un avion israélien qui est allé au Maroc pour ouvrir la route commerciale. Peut-être que le régime marocain ne voulait pas ça. Peut-être qu'il était obligé de faire la normalisation. Mais il ne voulait pas ça tout de suite. Peut-être qu'il aurait voulu attendre 6 mois, 1 an. Non. Là, Israël lui dit, OK, là maintenant, c'est moi qui dicte la loi. C'est-à-dire, je veux des liaisons commerciales. Je veux une ligne directe, c'est la ville Rabat. C'est la ville Casablanca. Allow me, Dr. Jacob. Sure. In your opinion, how will the Arab peoples react, forced today to swallow their frustrations when they see Zionist imperialism and arrogance sweeping through their nations? Will they acquiesce to witnessing the strangulation of the Palestinian people? Will they not dream of a nationalist leap towards independence and dignity? OK. Les peuples arabes ont compris dans les années 50 et 60, menés par Gamal Abdel Nasser, que la Palestine était une question essentielle. Pourquoi ? Parce que
c'était un élément qui allait les empêcher de mener une politique indépendante. Et cela s'est vérifié. Bon, maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que ce nationalisme des années 50 et 60, il a disparu, il a totalement disparu. Les sociétés arabes ont été prises, soit ont été détruites par l'impérialisme, soit ont été prises dans la consommation, ou dans des mouvements religieux, ou dans des dictatures où ils ne peuvent pas s'exprimer. Je crois que les peuples arabes doivent comprendre une chose fondamentale, que s'ils veulent vivre dans la dignité et dans l'indépendance, leur ennemi principal, ce n'est pas seulement le régime sioniste. Bien sûr, le régime sioniste, il est là pour les empêcher d'arriver à vivre dans la dignité et l'indépendance. Mais il faut qu'ils comprennent aussi ceci, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à avoir des régimes qui expriment leurs désirs légitimes. Ils ne peuvent pas y arriver avec les régimes qu'ils ont actuellement. La plupart des régimes actuels sont vendus à l'impérialisme. Et même s'ils ne l'étaient pas, ils auront peur de perdre leurs privilèges. Et donc, ces régimes, c'est un discours qu'il faut reprendre depuis de zéro. C'est-à-dire que les peuples arabes doivent réinventer une nouvelle grille de lecture de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'avec ces régimes, qu'avec le régime allié au régime sioniste, il faut qu'ils arrivent à convaincre. Vous savez, c'est un travail idéologique en profondeur. C'est comme si les peuples arabes allaient se battre pour une nouvelle indépendance, comme dans les années 40 et 50. C'est-à-dire réinventer, former des intellectuels, de nouveaux intellectuels, une nouvelle analyse, etc., pour préparer les peuples à cette voie de dignité et d'indépendance qui prendra plusieurs années. Mais il faut s'y mettre. Maintenant, il faut oublier qu'on peut s'entendre avec le régime sioniste. Il faut mettre l'accent sur la trahison des gouvernements actuels, des régimes actuels, et ainsi préparer le terrain à un nouveau mouvement nationaliste. Voilà, et surtout aussi savoir que les Palestiniens qui acceptent de collaborer comme l'autorité palestinienne, qui collaborent avec le régime sioniste et qui légitiment le sionisme, ces Palestiniens doivent être balayés. Voilà. C'est comme ça que je vois, moi, l'amorce d'un nouveau nationalisme arabe pour la dignité et l'indépendance. C'est un travail de très longue haleine, mais on peut le commencer dès maintenant. Right. Dr. Jacob Cohen, Moroccan French thinker, author, and activist, talking to us from Paris, France. Thank you very much, sir, for your thorough and eye-opening insights. Thank you very much. Always a pleasure to have you, Dr. Jacob. Bless you and be safe. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. للتفاعل أكثر تابعونا على صفحات السوشيال ميديا، وحتى نلتقي من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.